Salut les fous du volant, aujourd'hui on vous propose un petit hors-série imprévu sur le pouce en compagnie de Maxime Dupuis, rédacteur en chef à Eurosport. Ça va Maxime ? Ah ouais, je suis très content d'être là. Et on a une énorme chance, c'est d'avoir la visite de Dorian Pain, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines à juste titre, puisque Dorian a remporté le titre en 2025 de la Formule 1 Academy. Bravo, merci d'être avec nous Dorian. Merci à vous. On a envie de commencer déjà par une image forte et qui a dû vous bouger un petit peu émotionnellement en parlant. Et on rassure les gens, Stéphane Vrignot revient à la rentrée. Ah oui, ça c'est sûr, évidemment. On fera pas long terme sans Stéphane. L'image qu'on voulait vous montrer, c'est votre arrivée à Brackley, donc l'usine de Mercedes. Et puis cet accueil incroyable fait... ça doit faire bizarre quand même de se voir là, je sais même pas la dimension de l'affiche. Ouais, c'était impressionnant. Ils m'ont vendu ça comme une journée média. Et au final, pas du tout. C'était plein de surprises du début jusqu'à la fin de la journée. Avec cette affiche en entrant dans l'enceinte de l'usine. Et puis après, les 500 personnes dans l'usine avec tous une glace de champagne pour fêter le titre. Donc, sacrément spécial et un beau moment de partage. Tu connais dans la rue maintenant, Dorian ? Un peu, oui. Et même à Carrefour ou quoi. On peut faire ses courses tranquilles. Ouais, non. Bah après, c'est gentil, c'est que des mots bienveillants et ça fait plaisir d'entendre que les gens ils suivent le parcours et le sport auto en général, quoi. C'était pas prévu de commencer l'interview comme ça, mais justement la notoriété. On sait qu'il y en a, ils aiment pas ça du tout. Ils font pilote pour être pilote, ils sont sportifs pour faire leur sport. Vous êtes comment ? Vous la recherchez ? Vous faites avec ou au contraire ça vous ennuie ? Non, j'aime bien ça. Après, je la recherche pas particulièrement. Je suis le flow naturel, mais j'apprécie parce que en tant que femme dans le sport auto, c'est un sport un mix bien évidemment, mais il y a encore très peu de femmes, donc le fait d'avoir cette touche spéciale et se sentir regardée et se sentir aussi comme un rôle modèle en fait, quelqu'un qui ouvre un peu Pionnière ? ouais, voilà, le chemin à j'espère, bien plus de femmes dans le sport auto à l'avenir. Ça fait plaisir et surtout les petites filles que je rencontre sur les circuits et même en dehors des circuits qui regardent le sport auto parce qu'ils voient des femmes performer en même temps que les hommes, ça fait du bien et voilà, c'est positif. Il y a quelque chose qui vous a étonné justement depuis le titre, quelqu'un qui est venu vous voir, qui vous a passé un message particulièrement touchant, ou même une petite fille qui est venue vous voir et qui se reconnaît en vous ? Sur le circuit déjà, il y avait pas mal de filles, de femmes dans le paddock et des personnes qui étaient émues aussi de tout ce qui se passe et bien évidemment de la façon dont on a gagné le championnat, tout ça. Mais oui, des messages sur les réseaux, j'essaie d'en lire un maximum. Et puis après, j'ai reçu des messages de pas mal de sportifs aussi. Donc c'est chouette d'avoir gagné ce titre et de tout l'envergure autour. Alors dans les invités qu'on a eus en 2026, je vous cite les noms. Sébastien Ogier, nonuple champion du monde des rallyes. Guy Fayet, vainqueur des 24 heures du Mans au classement général. Simon Pagenaud, champion IndyCar, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Théo Pourchère, champion de Formule 2 et désormais pilote Stellantis en endurance. Yann Erlaché, triple champion du monde des voitures de tourisme et pilote au simulateur chez Stellantis. Si vous aviez une sorte de baguette magique avec la possibilité de choisir une de ces carrières, vous prendriez quoi ? Je dirais celle de Sébastien Ogier quand même. 9 titres. 9 titres, et puis il sort du lot, quoi. C'est quelqu'un qui est toujours à la recherche d'un exploit, de la performance, de la victoire. Et puis le rallye, c'est magnifique à voir aussi, donc je dirais Sébastien. On attaque sur cette saison 2025. Moi, j'aimerais bien savoir, vous êtes arrivé à la première course en visant le titre ou alors vous avez senti que ça venait plus ou moins rapidement ? Ça a été quoi cette façon de vivre cette saison ? Ça a été comment ? Alors clairement, l'objectif, c'était le titre. C'est surtout après une année où on a fini deuxième, où c'était assez proche aussi. Donc la deuxième année, c'était seulement le titre et seulement ça en tête.
Le plus important aussi dans une année, c'est la régularité. Parce que dans notre format de course, on a 2 courses par week-end, on a une grille inversée, le top 8 qui est inversé, le top 8 des qualifs qui est inversé en course 1. Donc c'est ces courses-là où faut être agressif, mais en même temps pas prendre trop de risques et marquer le plus de points possible, et être constant sur toute l'année, sur 14 courses du coup. Mais dès le début, c'était full mode performance, victoire et être la plus performante possible sur n'importe quel circuit où on va, quoi. C'est tout le paradoxe de la course automobile, c'est qu'il faut aller très vite, mais en même temps être régulière. Donc à un moment, il faut non pas lâcher les chevaux, mais les retenir. C'est difficile ça Ça s'apprend. Ça s'apprend, ouais. Ça s'apprend, ouais. C'est surtout avec l'expérience, bien évidemment. Plus on roule, plus on comprend les choses. Mais au final, on pousse tout le temps. On est tout le temps à la recherche des derniers dixièmes. On est tout le temps à la recherche de quelque chose qui... C'est cette prise de risque versus pas tout gâcher. Et il faut jouer avec et surtout être dans le présent. À chaque fois qu'on est dans la voiture, extraire le maximum de choses qu'on peut extraire au moment même. Et puis voilà. On rembobine, Maxime? Bobine. Ah non, j'ai une petite question d'abord. Okay. Est-ce que vous êtes venu avec vos carnets? Oui, c'est vrai. Ah non, je l'ai laissé à la maison. Alors, moi, ça me fascine. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans les carnets? J'ai vu un reportage qui était fait par Canal+, où vous notiez très studieusement, vous mettez de la télémétrie, des sensations, des points de corde, des choses comme ça que vous notez? Ouais, alors je tiens un carnet depuis le karting, depuis toujours presque. Après chaque run, chaque session, je note comment s'est comportée la voiture, qu'est-ce que je retiens, quel setup on a changé, qu'est-ce que ça a fait sur le comportement de la voiture, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que moi j'améliore en driving avec les datas que j'ai regardées avec l'ingénieur. Et puis toutes les caractéristiques du circuit, les vibreurs, les hauteurs, les points de frein, tout ça. Donc super détaillé. C'est un travail que je fais en amont à la maison et aussi sur le circuit avec ce qui se passe sur le moment même. Et puis après, à la fin de la journée, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'apprends et voilà. Et ça veut dire que d'une année sur l'autre, vous ressortez le cahier, vous retournez à Jeddah, hop, vous ressortez le cahier? C'est ça. Je reviens en 2024 et je regarde toutes mes notes, qu'est-ce que j'ai fait, quels sont les points à améliorer, à amener pour 2025 et de prendre les références précédentes, quoi, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, même si tu as fait une pole ou quoi, il y a toujours un petit truc à ajuster, quoi. Et qu'il n'y a pas beaucoup de temps de piste, parce que vous êtes les mêmes week-ends que la Formule 1, qui est un peu prioritaire. Donc il faut aller vite. On est un event à côté de la Formule 1, donc c'est clair que des fois on arrive sur des circuits complètement nouveaux comme Montréal ou Las Vegas et on n'a qu'une FP avant la qualif. Donc c'est beaucoup de travail en amont, beaucoup de visualisation, beaucoup de simulateurs aussi avec l'équipe, mais aussi c'est cette touche où ce côté excitation, quoi. Il y a pas beaucoup de temps, faut extraire directement la performance, faut faire la différence dans ces moments-là là, en termes d'adaptation, tout ça. Donc c'est hyper intéressant aussi, quoi. Gilles a parlé de Jeddah, vous avez parlé de Las Vegas. Il y a un circuit que vous avez apprécié par-dessus tout cette saison, ou que vous avez détesté parce que ça correspond pas à un votre circuit style de qui sort du lot. pilotage, ouais. Montréal, il est très beau, le circuit. Ouais. En plus, c'est sur une île, c'est l'île, très vert à côté, c'est très cool. Et puis le circuit en lui-même, c'est très technique et l'ambiance même, c'est top. C'est beau parce qu'on a appris deux choses. Déjà que les jeunes écrivent encore sur des cahiers, Oui. ça fait plaisir, et que les vieux circuits ont encore la faveur, les circuits historiques ont encore des la jeunes faveur. pilotes. Il y a de l'histoire. C'est un peu notre marotte, nous, dans les fous du volant. On peste contre les parkings sur lesquels on fait et où on peut sortir de la piste à 15 mètres sans prendre un gravier dans les. Voilà. Voilà, c'est quelque chose. Ouais, exactement. On rembobine cette fois? Ouais, on va rembobiner parce qu'on va vous faire un peu découvrir du grand public. Même s'il a commencé à vous connaître, on va aller un peu plus dans les détails, et notamment pour nos spectateurs des fous du volant. Vous avez fait vos débuts en kart à 9 ans et demi.
J'ai envie juste de savoir, mais pourquoi cet attrait pour la course? Racontez comment une petite fille se met à faire du kart et devient ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Alors, mon père a fait du kart quand il était jeune en karting, pendant 2-3 ans. Et puis après, il travaille dans l'événementiel. Il organise des courses, des événements karting, notamment des 24 heures. Et depuis le plus jeune âge, j'étais sur les circuits avec lui quand je voulais, quoi. Dans les week-ends, après l'école, j'allais avec lui. Et je regardais les cartes passer. Des fois, je prenais des photos. J'étais en bord de piste avec les commissaires et je regardais tous les cartes passer un par un. Et je regardais le live timing, et je regardais qui était le plus vite en piste. Vraiment, j'étais vraiment impliquée. Après, mon père, il m'a jamais forcé à faire du karting, hein. Il m'a toujours dit, tu fais ce que t'aimes dans la vie. Donc j'ai fait beaucoup de sport depuis mes 5 ans, je pense. J'ai fait de la gym, du judo, du breakdance, donc j'ai fait du tennis aussi. J'ai fait pas mal de sport, mais le jour où je suis vraiment montée dans un kart pour la première fois parce que ça a été compliqué. J'ai eu 3 ans de retard sur ma croissance, donc j'ai pas pu commencer à 6 ans comme tout le monde, enfin comme la plupart. Ouais. Mais voilà, quand je suis montée dans un kart pour la première fois, c'est un environnement où je me suis tout de suite sentie bien, moi-même, et c'est le meilleur environnement, quoi, que j'ai préféré dans le sport. Donc j'ai arrêté tous les autres sports et j'ai commencé par le kart et mon père en tant que mécano. Donc une belle histoire de famille pendant bien pas mal d'années, jusqu'en 2019, jusqu'à ce que je quitte le monde du karting pour aller en auto. Mais voilà, le karting, c'est la base du sport automobile, c'est là où on apprend vraiment toutes les bases, et en termes de pilotage, en termes de compréhension d'un kart, tout ça. Donc c'était un bon début. Ouais. Et vous aviez déjà des idoles, des références, des choses comme ça? Oui, je regardais la Formule 1, bien évidemment, à la maison, tous les dimanches avec mon père. C'était Lewis Hamilton, qui était mon plus grand idole, celui que je regardais gagner des titres et des courses. Puis en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ça faisait partie des questions qu'on voulait évoquer après, mais on va en parler maintenant. Parce qu'il y a l'idole et vous la rencontrez. Ouais. Et on a même le sentiment qu'il y a eu une petite relation particulière entre vous. Il vous a pris un peu sous son aile. Racontez-nous ça. Ça doit être monstrueux. Enfin, chaque phrase qu'il vous dit. Il est très, très humble, les pieds sur terre. Il est toujours là pour n'importe qui. Puis ouais, il est là pour donner des conseils. Et il a été un grand soutien pour moi ces 2 dernières années, depuis que j'ai intégré la F1 Academy. Et lui aussi, il tient ce petit carnet d'ailleurs. C'est le plus gros doit falloir conseil faire qu'il m'a celui-là. donné. J'aimerais bien le voir aussi. Mais c'est cool parce qu'il a toujours été là et pour me donner des conseils sur les circuits que je connaissais pas et tout ça. Donc c'est chouette. Il a beaucoup œuvré aussi pour Mercedes, pour l'ouverture en fait. C'est quelque chose, c'est un combat qu'il a au moment de Black Lives Matter notamment. Exactement. Et je pense que pour les femmes, voilà, il veut de la diversité dans le sport automobile. Et pour le coup, il a joué un grand rôle. Et j'imagine ce que vous me disiez, c'est qu'il est auprès de tout le monde pour que ça marche. C'est ça. Ouais. Chaque cause qu'il a en tête, il le dit et il le fait avec la manière, avec une belle intelligence. Pour intégrer cette diversité dans le monde et dans le sport. Donc c'est super qu'il fasse ça, d'autant plus qu'il est performant sur la piste et qu'il a un titre de champion du monde, quoi. Je le redis, on avait prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais là, puisqu'on parle de Lewis Hamilton, vous arrivez à comprendre ces difficultés en ce moment, changer d'équipe après avoir vécu chez McLaren, chez Mercedes, arriver chez Ferrari et une première saison qui a été très très compliquée pour lui. Je ne sais pas, est-ce qu'il vous est arrivé d'échanger sur ces difficultés avec lui ? Alors non, pas trop, mais après ça se comprend un peu parce que ça fait 12 ans qu'il était avec Mercedes et quand tu construis une relation à long terme comme ça, c'est complètement différent d'aller vers une autre équipe et surtout après tout ce qu'il a fait en sport auto et en Formule 1 notamment. Donc
Ça se comprend. Il y a un temps d'adaptation parce que chaque voiture est différente aussi, et puis chaque équipe est différente en termes de façon de travailler, tout ça. Mais voilà, après, c'est un des plus grands de tous les temps et du sport automobile, donc j'ai pas de doute qu'il puisse évoluer avec Ferrari et faire de belles choses. Lewis Hamilton, champion du monde, je sais pas, l'année prochaine, dans 1 an, dans 2 ans, Ça serait beau. ça vous paraît possible? Ou le prime est passé? Non, il a toujours cette flamme en lui. S'il est là, c'est qu'il il est encore capable de faire des victoires et des titres de champion du monde. Peut-être que vous pourriez lui partager vos carnets. Pour lui donner une chaussette, là, c'est plus lui, je pense. Mais... je vais revenir un peu en arrière. Oui. J'ai une question. Moi, c'est quelque chose qui me fascine chez les sportifs de haut niveau. C'est à quel moment vous vous êtes rendu compte, ou votre entourage s'est rendu compte qu'il y a un truc en plus. À quel moment vous battez le papa, par exemple, en carte, et il dit « Oh là là !» Je crois que ça arrivait vite. Là, ça va vite, et il y a quelque chose par rapport aux autres enfants. On le dit, c'est un sport, on va en parler tout à l'heure, la mixité, c'est un sport masculin. À quel moment vous battez les garçons, et là, on se dit « Waouh, il a quelque chose de particulier ». Et même vous, que vous en prenez conscience, d'ailleurs. C'est difficile de se dire quand est-ce que j'y croyais vraiment, parce que j'ai toujours cru, j'ai été toujours concentrée sur extraire le maximum de performances et aller chercher le plus de victoires possible. Mais quand je passe de cette transition karting-auto et que tu commences à tester des voitures qui sont bien plus complexes qu'un karting, bien évidemment, il y a des pilotes qui passent de l'auto et qui se perdent complètement dans cette complexité. Ouais, dans cette complexité. Et moi, je me suis sentie plus à l'aise et bien plus confortable je cherche mes mots, mais de cette adaptation, de ces voitures différentes que j'ai roulées depuis la Clio Cup et quand j'ai intégré Iron Dames, en Ferrari Challenge, en GT3, GTE, j'ai fait beaucoup de catégories en GT et c'est que des voitures très complexes et bien différentes entre elles-mêmes. Et pour moi, c'était beaucoup de travail en amont, mais aussi naturel de switcher entre des voitures et voilà, d'extraire une performance. Donc quand j'ai commencé à faire mes premiers mois et années en auto, je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire et surtout comparé à des pilotes qui ont énormément d'expérience sur le circuit, quoi. Et le premier moment marquant en kart, dans la petite enfance, une victoire ou quelque chose qui fait dire, ou même à votre entourage, qui dit « Oula, la petite, elle a quelque chose ». Je dirais Championnat de France karting que j'ai gagné en 2019 parce que c'était la seule course de l'année, parce que au niveau budget, on était serré et surtout qu'on était dans notre tente à nous en famille et tout le monde était dans une équipe avec mécano, moteur préparé, tout ça. Donc on avait juste loué pour le week-end un moteur préparé et on était entre famille avec mon oncle, un ami et mon père. Mission commando, quoi. Cool. Ouais. Ouais. Et on a gagné, quoi. Ouais. Donc, oui, donc ça doit marquer aussi les esprits autour, pas seulement de la famille. On parle de Leila Lombardi. Ouais. Est-ce que vous savez qui est Leila Lombardi? C'est la dernière fois m'avoir roulé en Formule 1. Voilà, et avoir marqué, et la seule à avoir marqué des points. Votre rêve de vie objectif, c'est piloter en F1. Comment vous expliquez, là, ça va être compliqué, cette longue absence des femmes dans la catégorie reine, la catégorie la plus exposée du sport automobile? Est-ce que pour vous, c'est plus de l'ordre des freins politiques, c'est-à-dire de ne pas avoir envie, ou des freins physiques? Parce que les gens qui nous regardent doivent se poser cette question-là aussi. Pourquoi il n'y a pas de femmes en F1 depuis un demi-siècle? Alors je pense parce que la Formule 1, déjà, est très compliqué d'y accéder. En général, il n'y a que 20 places, voilà, et 22 l'an prochain. Mais déjà, pour qui que ce soit un homme ou une femme, c'est très compliqué d'y accéder. Donc encore plus pour une femme parce qu'on est beaucoup moins au départ. Le pourcentage est très faible encore, mais il faut rappeler que c'est un sport mixte, donc on a la possibilité d'accès en Formule 1. Après, forcément, les mentalités vont évoluer et évoluent
positivement depuis ces dernières années, parce que moi, je suis dans le sport auto depuis pas mal de temps maintenant. J'ai été depuis que j'ai 9 ans et j'étais la seule femme sur un circuit de kart parmi 20 petits garçons. Et maintenant, on en voit de plus en plus, que ce soit pilote, mais aussi ingénieur, team manager, mécanicienne. La numéro 1 sur ma voiture cette année, c'était une femme, Laura. Donc on a tous notre place et cette mentalité change aussi progressivement. Il y a encore beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses innovation à faire, tout ça, mais notamment avec des projets comme Iron Dames et comme F1 Academy, ça fait bouger les lignes et les frontières du sport en général et du sport auto. Et on en voit de plus en plus. Et donc, j'espère que dans plusieurs années, dans quelques années, on verra une femme en Formule 1 en étant bien accompagnée, avec le bon entourage, les bonnes personnes qui nous amènent juste au plus haut. Hein. Et nous aussi, on doit performer. Hein. C'est pas évident aussi. Clairement. Hein. Pour arriver en Formule 1, il faut déjà 40 points de super licence, il faut les collecter dans des championnats FIA. Et ça, c'est pas tout le monde y arrive. Donc, c'est beaucoup de boulot, mais voilà, ça va se faire. Moi, j'ai une question sur le physique. Il m'est arrivé de faire un tour dans une Formule 1 triplace. Okay. Physiquement, on en prend plein la tête. Ça veut dire que vous êtes déjà, puisque c'est votre objectif, vous êtes déjà dans l'idée de vous préparer physiquement, parce que forcément, plus on monte en gamme, plus les contraintes physiques sont énormes. On arrive à encaisser cette charge. Il faut apprendre à l'encaisser. Comment on travaille là-dessus ? Bien sûr, c'est toute une question de travail en amont, en anticipation, quoi. Parce que on roule à une année, par exemple en Formule 4 ou en endurance, tout ça, on se prépare pour l'avenir déjà qui suit. Donc c'est vraiment beaucoup d'anticipation, beaucoup de préparation en vue de nos objectifs et de ce qui peut arriver dans les prochaines années. Donc oui, tous les jours, on est à la salle et on est accompagné avec un prépa physique qui nous accompagne à vouloir se développer physiquement, mentalement et tout ce qui est autour, quoi. Ce serait quoi le chemin idéal vers la F1 ? Si vous avez déjà visualisé votre carrière, à se dire, je vais arriver en F1 peut-être à tel âge, est-ce que vous donnez un moment opportun ou est-ce que vous avez un plan de carrière en quelque sorte ? Alors, je ne peux pas dire quel est le chemin idéal. Le chemin que tout le monde sait, c'est F4, F3, F2, F1. Mais ce n'est pas obligatoire de passer par la F3, la F2 pour arriver en F1. Ça, c'est aussi une question de mentalité, une question de banalité qu'on fait dans le sport automobile, mais non. Tous les championnats endurance, surtout le WEC, c'est un championnat FIA où on collecte aussi les points de super licence. Donc, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Et je pense que c'est un peu ce que vous avez commencé à faire déjà. Ça, notamment nous, c'est pas bête de faire quelque chose de différent. Donc voilà, à voir. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde, ça ferait un bon titre de biographie. Aussi. Ouais. Pas mal. Ça sent celui qui écrit beaucoup. Bon. Justement, alors c'est quoi, vous, le chemin là, que vous prévoyez ? Il y a des projets, tout le monde se posait la question, après ce titre en 2025, que va faire Dorian Pain ? Et vous aviez dit décision avant Noël. On est avant Noël. On est avant Noël, c'est maintenant qu'on dit. Donc on est toujours en discussion avec mon équipe, bien évidemment, mais on va se... Votre équipe, c'est ? Iron Dames, Mercedes. Ok, voilà. Et on va se diriger vers l'endurance, les 24 heures du Mans, l'an prochain. Et pour objectif proche, court terme, l'hypercar. Et à côté de ça, garder un rôle avec l'équipe Mercedes F1. Et j'ai commencé le simulateur Formule 1 aussi. Ouais, c'était la question que j'allais vous poser derrière. Donc, sacrément spécial. Et si tout se passe bien, j'aurai un test ultérieurement en Formule 1. Alors, faire les 24 heures du Mans, excusez-moi, moi je suis parti.
Avec qui, dans quelle voiture? Ça, c'est pas encore décidé. D'accord. C'est pour ça. Déjà, je vous ai désolé. Ouais, non, mais merci. Non, c'est bien. Parce que moi, j'avais entendu que le programme Iron Dames en endurance, il s'arrêtait, Alors, c'est une bêtise? on est en discussion, D'accord, mais ok. on voit quelles sont les meilleures possibilités pour justement aller en hypercar prochainement dans les prochaines années à venir. Le simulateur F1, moi ça m'intéresse. Vous avez dit c'est spécial. En quoi c'est spécial? C'est un simulateur F1, c'est les meilleurs simulateurs dans lesquels on puisse rouler La en différence sur-auto. du coup par rapport à ce que vous connaissez jusqu'ici? C'est très réel. Ouais. Le feedback, c'est super réel. Quel que soit le changement de setup qu'on fait, c'est ultra précis. Donc j'ai vraiment l'impression que je roule dans une F1, pour être honnête. Même tout ce qui est autour, le travail, c'est très méticuleux, c'est très, très précis. Il y a tout un run plan, un truc à suivre, et il y avait 8 ingénieurs dans la salle de simu que pour moi, donc sacrément un sacré boulot, et super intéressant aussi de travailler avec eux. Ça te donne envie? J'aimerais bien essayer. Ouais. S'il Ça donne y envie a à tout moyen, le monde. vous nous dites. S'il faut. on prend le train, on arrive. En endurance, vous avez roulé, depuis le début de votre carrière, vous avez roulé avec beaucoup de voitures différentes. Ferrari, Lamborghini, en LMP2 aussi, vous avez fait du GTE, on l'a dit. C'est quoi la voiture qui vous a donné le plus de sensations? Celle qui vous a vraiment dit, waouh, ça c'est chaud à conduire? Moi, je dirais la LMP2 parce qu'il y a beaucoup d'aéros. C'est une voiture, ça se rapproche plus de la monoplace. Et voilà, au Mans, quand j'ai roulé en 2023, c'est juste mythique. On arrive dans la ligne droite des Unaudières à 324 km/h. 324, waouh. Ouais, c'est mon top speed que j'ai fait. Je l'ai retenu en fait. C'est marrant parce que tous les pilotes, ils ont ce genre de truc. Eh ben oui. Mais quand tu prends les freins, tu te rends compte que t'as une voiture de course entre les mains, quoi. C'est impressionnant, ça s'arrête, c'est vif, c'est top à conduire. Si vous pouviez choisir votre équipage. Pour les 24 heures. Tiens, baguette magique. Ouais, c'est baguette magique. Hein. Voilà, Alors. on veut la voiture et les 2 coéquipiers. Hypercar. Ouais. Laquelle? Cherche Iron une Dames piste. Mercedes, ça serait le best combo. D'accord. Mais Lewis Hamilton Ouais, bon. et Max Verstappen. On les a écrits. Ah, c'est vrai? Ah, non. Bon, Vous c'est pas connaissez très trop bien. original. Ah bah si, les meilleurs du monde. Et, vous parliez tout à l'heure Lewis Hamilton. Max Verstappen, il y a des relations un peu avec lui ou il est un peu plus. Non, je l'ai jamais croisé. Non. Ah ouais. Mais c'est un des meilleurs de tous Ouais, les temps. ouais. Ce qu'il a fait cette année, c'est plutôt remarquable, quoi. C'est marrant, dans les fous du volant, on en a parlé. Finalement, voilà, ce qu'il a fait cette année, ça ressort plus Ah bah oui. que le titre de Lando Norris. C'est cruel, ça. Quand on est pilote, on se dit, quand même, il a pas de bol parce qu'il est champion du monde de Formule 1 et finalement, on lui parle que du mec qui l'a battu, quoi. L'impression, c'est que le meilleur pilote du monde n'est pas champion du monde. Ouais. Bah, il n'avait pas la voiture pour certainement gagner le championnat face à McLaren qui a été clairement au-dessus du lot tout le long de la saison, mais il nous a fait douter quand même. Hein, ces derniers Enfin, il week-ends de course. les a fait douter. C'est surtout eux, ouais. Et c'est impressionnant de voir ça parce qu'il se bat avec une voiture qui marche un peu moins bien, mais il arrive à gagner des courses et à faire douter tout le paddock pour se dire c'est moi qui vais être champion du monde. Et il est pas champion du monde, mais pour de très peu. Ouais. Mais c'est un des meilleurs de tous les temps et c'est impressionnant de le voir performer comme ça. Même si on n'a pas tout entre les mains, on est toujours en tant que pilote, on est en train d'extraire le maximum. Et lui, il extrait quelque chose qui est impressionnant, quoi. C'est inspirant quand on est pilote de voir ça. Ouais. Oui, parce que il pèse jamais les bras, en fait. Je vous coupe. On entend souvent, de toute façon, dans les disciplines de sport mécanique, si vous n'avez pas la meilleure voiture, vous pouvez rien faire. Et il est le contre-exemple parfait. Donc en fait, Clairement. est-ce que ça inspire ça, se disant, il faut sortir de ce schéma-là? Alors, il y a certaines limites, hein, bien évidemment, parce que tous les pilotes de Formule 1, ils sont bons et ils ont la capacité de gagner un championnat du monde de Formule 1. Mais
Mais, J'ai 2-3 noms, Ah oui, si vous voulez. Oui, mais clairement, quand tu as déjà une voiture qui est bien réglée, comme Red Bull, qui n'est pas aussi performante qu'une McLaren, mais qui est une des top voitures en F1, tu peux faire des choses et clairement, il a fait la différence, quoi. Il y a un autre sujet qui nous a animés pendant la saison. Alors moi, je ne me présente pas normalement, mais on en parle dans la conception de l'émission, évidemment. C'est les papaya rules. Quand on est les papaya rules, donc les règles de McLaren, Interne chez McLaren. de dire en gros, on met les deux pilotes au Sur même un pied niveau et on d'égalité. fait un partage, ce qui n'existe quasiment pas. Et c'est presque une exception, un pilote qui devient champion du monde avec ces règles-là. Quand on est pilote, on a envie d'avoir en face le confrère au même niveau. On est mieux dans la situation de dire je suis numéro 1 et puis point barre. Non, c'est clair que c'est mieux s'il y a un traitement pareil entre les deux pilotes. Ce qui se fait très souvent en endurance, hein, parce qu'il faut cette même régularité entre les pilotes, cette même performance, et il n'y a pas de numéro 1 au numéro 3 au numéro 2. Mais en Formule 1, on le voit un peu plus. Après, si on prend l'exemple de, par exemple, George Russell et Antonelli chez Mercedes, forcément qu'il y a un rookie et qui a énormément d'expérience en F1, donc c'est à peu près logique pour amener Kimi dans une équipe qui est déjà en place. Mais c'est clair, comme McLaren, ça devrait être homogène et pareil pour les deux pilotes, parce que les deux ont le droit de gagner un championnat du monde. On a parlé de Kimi Antonelli là, en quelques mots. Il y a eu un autre débutant français en Formule 1 cette saison, Isaac Hadjar. Vous l'avez croisé. Quelles sont vos relations avec lui? Puis j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de sa première année en Formule 1. Alors oui, on a commencé le karting ensemble, au même endroit, parce que il est de la région parisienne, et on a roulé sur presque tous les week-ends des 2 premières années ensemble, dans la même catégorie. Et on a le même âge, et donc voilà. Donc on a tout vécu ensemble. On s'entendait super bien quand on était plus jeunes. Après, forcément, il a pris une voie différente de la mienne, donc on s'est un peu perdu de vue. Mais bien évidemment que ces 2 dernières années, surtout cette année, on s'est vu dans les paddocks, et il a fait une super saison. Oui, c'est, je pense, le meilleur rookie de 2025, notamment avec son podium à Zandvoort. Il a fait fort, et c'est bien de le voir. Je suis contente pour lui qu'il réussisse en Formule 1. L'année prochaine, chez Red Bull, une sorte de promotion, mais vous dites quoi? Danger ou opportunité? Ou les deux, d'ailleurs? Opportunité, parce qu'il est face à Max Verstappen, donc un des meilleurs de tous les temps, et sur la grille. Donc je pense que pour lui, ça va être une grosse opportunité de se montrer encore plus et de se comparer face à Max Verstappen. Après, oui, comme beaucoup le disent, la deuxième voiture de Red Bull, c'est peut-être un peu moins perfo, un peu moins concentré sur la deuxième voiture. Mais je pense que Isaac, il a déjà montré pas mal de choses chez Racing Bull, et chez Red Bull, il va pouvoir performer, je pense. On va terminer par une petite question un peu en vrac. En dehors des circuits. Ouais. Au volant, vous êtes comment? Plutôt calme ou plutôt nerveuse? Là, sur la route, là? Ouais, sur la route. Tranquille, je suis tranquille. Tranquille. Non, en vrai, je suis tranquille. Je crois que c'est Lewis Hamilton, il me semble que c'est lui qui dit qu'il Oui, préfère. il aime pas rouler. Ouais, ça le stresse. Moi, les bouchons, ça me... T'as envie des fois de. On vous reconnaît des fois au volant? Non, quand même pas, heureusement. Je reste sage, c'est pour ça, c'est mieux. Alors j'espère qu'on ne l'a pas posé cette question-là. J'ai envie de demander, c'est quoi la question que vous n'aimez pas qu'on vous pose ou qui vous énerve? Une question de journaliste qui revient et qui vous dit non mais ça, stop, en espérant qu'on ne l'ait pas posé juste avant. Moi j'ai plein d'idées à vous soumettre, si vous moi, voulez. j'ai une bonne Je peux vous idée, mettre hors de vous en 30 secondes. Aux 24 heures du Mans 2023, on m'a posé, ça fait quoi d'être une fille sur un circuit? La même chose qu'un homme. J'ai dit, ça fait quoi d'être un homme? Voilà. Du coup, C'est pas moi qui l'ai posé, pourtant, j'y étais, mais c'est pas moi. Ah oui, c'est vous reconnaissez. Il n'a pas de la poudre un peu à l'inverse, la question qu'on ne vous pose jamais
et à laquelle vous Voilà. rêveriez de répondre. Vous auriez envie de dire, si vous avez un message à faire passer et qu'on ne vous a pas posé, donc on peut rattraper ça. En plus, on s'en fiche, on peut monter l'émission. Donc. Ah, bonne question. Hein. Ah, Je sais pas. J'ai pas. Bon, ça veut dire que Bah, les c'est pas journalistes facile. font bien leur travail. à part celui qui a demandé Ouais, ce que ouais. ça faisait d'être une Ah, mais c'est femme vrai que c'est sur, fou de demander ça sur, un, encore. sur un circuit. Bah, il, y a, désolé, j'ai pas vu. il y a encore un peu de travail quand même à faire Ouais. pour faire changer les, Oui. pour faire changer les mentalités quand même. Si on revient sur un sujet sérieux, est-ce que vous avez le sentiment que les garçons sont plus rudes quand ils savent qu'ils se bagarrent avec une femme que quand c'est face à un autre garçon ou un autre homme? Ou est-ce que ça aussi, ça change, mine de rien? Ça change. Mais j'ai eu différentes expériences, bien évidemment. Hein. Quand on est la seule femme sur la grille et que. Et qu'il y a les cheveux qui dépassent du casque? Non, quand même pas. mais oui, il y en a, ils réagissent différemment. Mais généralement, je pense la chose la plus importante, c'est d'instaurer le respect dans le paddock et de se montrer indifférent et Un petit coup de roue, voilà, on tasse être un peu et agressif puis ça calme un et peu. comme ça, on n'a pas de problème. Non, mais alors, ce que je retiens, c'est qu'en gros, quand même, il y a un changement de mentalité, beaucoup de bienveillance. Est-ce qu'il y a des gens, à un moment, qui ont tenté de vous dissuader, de dire non, mais laisse tomber, c'est impossible? Oui, on On m'a veut des dit, noms. Comment? On veut des noms. Ah, mais- non, bah oui, t'as un petit gabarit, tu vas jamais arriver à rouler dans une voiture puissante. Bah si, et l'MP2, j'ai bien fait des résultats, mais oui, ah non, mais les mentalités, c'est pas ça, on verra dans 10 ans. Bah non, on verra pas dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut changer, quoi. Donc oui, des choses comme ça, mais après, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose, quoi, parce que moi, j'ai choisi d'être là et il n'y a personne qui va changer ma façon de penser, quoi. Eh ben, je crois que c'est une belle conclusion finalement de cet opus des Fous du Volant, supplément hivernal avec Cadeau de Noël. avec Dorian Pin. Bah oui, évidemment. Dorian Pin, merci beaucoup Merci à d'être venu. On attend avec impatience. On rappelle que les 24 heures du Mans, ça sera sur les antennes d'Eurosport. Tout le WEC ou juste les 24 heures du Mans? Excusez-moi, on ne sait pas Pour encore. l'instant, 24 heures du Mans. Ok, bon, c'est pas mal comme cadeau de Noël. Ça sera sur Eurosport. Merci beaucoup, Dorian. Merci à vous. Merci, Maxime. Merci Gilles. Merci Si on a d'autres surprises, évidemment, on fera un numéro spécial. Sinon, on se retrouve pour le premier Grand Prix de la saison. Je vous rappelle, le 8 mars en Australie. Il y aura les essais aussi qui vont venir très très vite. Nous, on se retrouvera début de la semaine du 8 mars, c'est-à-dire le 2 ou le 3 mars, pour le premier numéro de la saison 2026 des Fous du Volant. Et d'ici là... Coupe le contact. Ouais. Ah bah oui.